pour l'exercice 9, on doit repérer l'équivalence d'un titrage conductimétrique. Alors ici, on a donc la courbe qui représente la conductivité en fonction du volume de réactif titrant versé. Dans notre cas, le réactif titrant, celui qui est dans la burette, correspond à une solution d'hydroxyde de sodium. Dans le cas d'un titrage conductimétrique, on peut toujours tracer deux droites. C'est ce que l'on fait. Et l'intersection de ces deux droites va donner le volume équivalent, qu'on peut noter V équive ou VE. Dans notre cas, on trouve à ce moment-là un volume équivalent de 6,9 ml. Alors maintenant, il faut déterminer la concentration en quantité de matière en aspirine de la solution, donc c'est le réactif attitré dont on cherche la concentration en quantité de matière. On s'est basé sur une transformation chimique qui correspondait à une réaction acide-base, celle qui est donnée dans l'énoncé. Une chose est sûre, c'est qu'à l'équivalence, les réactifs ont toujours été introduits en proportion stoichiométrique. D'après l'équation ici, 1 mol d'aspirine va réagir avec 1 mol d'ion hydroxyde HO-. Donc à l'équivalence, on va pouvoir écrire le lien entre les quantités de matière, la quantité d'aspirine initiale sur le nombre stoichiométrique sur 1 est égale à la quantité de HO- versée à l'équivalence sur 1 aussi. On peut simplifier directement en mettant l'égalité entre les deux quantités de matière. À noter qu'au lieu de noter N de HO- versé, on peut écrire N de HO- grand E, la quantité qu'on a dû verser à l'équivalence. On sait que la quantité de matière par définition, c'est le produit de C fois V. Donc on peut en déduire la concentration en quantité de l'aspirine, Ca, en isolant les termes et en faisant l'application numérique. Donc la concentration en quantité de matière de la solution d'hydroxyde de sodium, elle n'était pas notée Cb dans l'énoncé, mais concentration de HO- entre crochets, c'est la même chose. Donc 2,010-2 mol par litre. On avait repéré le volume à l'équivalence de 6,9 ml qu'on convertit en litres. Et pour faire le titrage, on avait prélevé un volume de solution d'aspirine de 10 ml. Quand on fait l'application numérique, on trouve une concentration en quantité de matière de 1,4-10-2 mol par litre. Maintenant, l'exercice 14, où il faut exploiter la composition d'un système. Alors, dans l'énoncé, en fait, on ne réalise pas forcément un titrage, mais il faut quand même être capable de repérer quel est le réactif titrant et quel est le réactif attitré. Alors, l'équation de la réaction, c'est lorsqu'on ajoute à une solution d'acide chlorhydrique, donc H3O+, et Cl-, une solution d'hydroxyde de sodium, HO- et Na+, on ne met pas les ions spectateurs, donc on aura simplement HO- et H3O+, qui réagissent ensemble, et ça donnera 2 molécules d'eau. On a bien un transfert de protons entre H3O+ acide et HO- à la base, c'est une réaction acide-base. Alors ici, donc, le réactif attitré se trouve dans le bécher. Alors on ne va pas s'arrêter à l'équivalence dans cet exercice-là. Par contre, on peut quand même définir que le réactif attitré, forcément, il se trouve dans le bécher. Et par rapport à la formulation de l'énoncé, c'est la solution d'hydroxyde de sodium qui est présente initialement dans le bécher. Donc plus précisément, c'est l'ion hydroxyde. À cette solution d'hydroxyde de sodium, on nous indique qu'on ajoute la solution d'acide chlorhydrique, donc lui, vraisemblablement, se trouve dans la burette. Ça sera donc le réactif titrant. Alors, on a écrit l'équation de la réaction, on nous demande maintenant si le système se trouve avant ou après l'équivalence. Alors, d'après ce qui est indiqué dans l'énoncé, à l'état final, les ions oxonium ont tous été consommés. Donc, ce sont eux qui se trouvent dans la burette. Ça veut dire qu'il reste encore des ions hydroxydes dans le bécher, donc forcément, le système se trouve avant l'équivalence. Donc, on n'est pas allé plus loin dans l'exercice, c'est-à-dire qu'on n'a pas repéré le volume à l'équivalence, donc il va falloir trouver un autre moyen pour déterminer la concentration en ion hydroxyde.
Alors la solution ici va être un peu plus compliquée que si on s'était arrêté à l'équivalence. Alors pour résoudre le problème, on peut faire notamment un tableau d'avancement. Donc ici, on a mis seulement l'état initial et l'état final. Alors, dans l'état initial, la quantité de H- qui est introduite, initiale, eh bien, c'est sa concentration fois le volume. La concentration en ion hydroxyde est notée entre crochets H- et le volume qu'on a versé, c'est Vb. De la même façon, la quantité de H3O+, qu'on a mis à l'état initial, eh bien, c'est la concentration qui est notée entre crochets H3O+, et on multiplie par le volume Va de solution d'acide qu'on a mis en fait dans la burette. Voilà. Alors par rapport à ce qu'on a trouvé précédemment, on a vu que les ions H3O+ étaient donc consommés entièrement. Donc, leur quantité dans le milieu réactionnel à l'état final, lorsqu'on a introduit le volume Va et le volume Vb comme indiqué, eh bien, il n'y a plus d'ions H3O+. Donc, on peut simplement dire que à l'état final, la quantité de H3O+ final est égale à 0. Et pour exprimer la quantité de H3O+ final, on prend simplement la quantité de H3O+ initiale moins ce qui a réagi. Ce qui a réagi, eh bien, c'est tout simplement l'avancement à l'état final, sachant que le coefficient stoichiométrique devant H3O+ étant 1. De la même façon, à l'état final, on sait qu'il reste de l'ion hydroxyde. Plus précisément, on sait qu'il reste 1,0010-4 mol. Donc, on peut trouver l'équation. Eh bien, la quantité de H- finale correspond à la quantité de H- initiale qu'on a mise au départ, moins ce qui a réagi, c'est-à-dire moins XF. Voilà. Donc, en fait, en se basant sur le réactif limitant, celui qui a totalement disparu, eh bien, on a l'équation H3O+ fois Va moins XF est égal à 0. Et grâce à ça, on va pouvoir déterminer la valeur de l'avancement final. On connaît et la concentration en ion H3O+, et le volume Va que l'on a versé. En faisant l'application numérique, on trouve un avancement final de 4,0010-3 mol. Donc maintenant qu'on a la valeur de l'avancement final, eh bien on va pouvoir mettre cette valeur dans l'équation relative à la concentration de H- et du volume Vb pour pouvoir trouver cette concentration que l'on cherche. Voilà, donc je remets le tableau d'avancement. On utilise la deuxième équation, donc H- fois Vb moins XF. Ça, c'est l'expression de la quantité de H- qui reste dans le milieu réactionnel à l'état final. Elle n'est pas nulle, elle vaut 1,0010-4 mol. On connaît la valeur de XF, donc on va pouvoir isoler la concentration de H-. Le volume de Vb est connu aussi, il faudra l'exprimer en litres, et on peut calculer à ce moment-là la concentration en ion hydroxyde de la solution grand S. Voilà, quand on fait le calcul, on trouve 0,410 mol par litre. Donc cette méthode-là est beaucoup plus longue et plus compliquée que si on s'était arrêté pile à l'équivalence. Mais c'est une autre méthode possible. Pour l'exercice 16, on nous donne 3 courbes de conductimétrie et il va falloir les identifier par rapport aux 3 équations qui sont proposées. Alors première chose, eh bien, il va falloir déterminer en fait quel est le réactif à titrer et quel est le réactif titrant. Dans les 3 cas, en fait, le réactif titrant, forcément, c'est celui qui est dans la burette et on nous indique qu'on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium à chaque milieu réactionnel. Donc, dans les 3 cas, le réactif titrant, celui qui se trouve dans la burette, c'est la solution d'hydroxyde de sodium. L'ion hydroxyde est un réactif. Dans les 3 cas, ça sera même une réaction acide-base qui va se produire. Par contre, l'ion sodium, qui est aussi présent dans une solution d'hydroxyde de sodium, lui, ne va pas réagir, c'est un ion spectateur. Il ne réagit pas, mais Na+ est un ion, donc il interviendra quand même au niveau de la valeur de la conductivité de la solution. Alors, si on s'intéresse au premier cas, on a l'ion NH4+, qui réagit avec H- pour donner NH3 plus H2O.
Donc HO-, c'est le réactif qui est dans la burette, NH4+, c'est celui qui est dans le milieu réactionnel. Grâce à ça, on va pouvoir faire un tableau avec l'évolution des quantités de matière. Avant l'équivalence, on sait que le réactif titrant, c'est toujours celui qui est en défaut. Donc avant l'équivalence, dans le milieu réactionnel, la quantité de HO- va être nulle. L'ion NH4+, c'est lui que l'on titre. Donc avant l'équivalence, il y en a dans le bécher et on aura toujours une quantité non nulle. Par contre, dès qu'on introduit des ions HO-, ils réagissent, donc forcément, leur concentration diminue. Na+, eh bien, quand on ajoute une solution d'hydroxyde de sodium, on ajoute à la fois des ions HO- et à la fois des ions Na+. Donc, eux, leur concentration va augmenter parce que ces ions Na+, forcément, eh bien, ils ne réagissent pas et ils ne vont faire que s'accumuler dans le milieu réactionnel. Alors, en fait, au niveau du milieu réactionnel, c'est comme si les ions ammonium étaient remplacés au niveau ionique par des ions Na+. Par contre, le produit de la réaction ne contient pas d'ions. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer? Eh bien, ça veut dire que avant l'équivalence, eh bien, tout se passe comme si dans le bécher, on remplaçait un ion NH4+ par un ion Na+. Donc maintenant, pour savoir comment la conductivité de la solution dans le bécher évolue, il faut comparer les conductivités molaires ioniques. D'après l'énoncé, la conductivité molaire ionique de NH4+ est plus grande que Na+. Donc forcément, la conductivité, avant l'équivalence, eh bien, elle va diminuer. Au niveau ionique, tout se passe comme si on remplaçait les ions NH4+, par des ions Na+. La conductivité molaire ionique des ions Na+, étant plus faible que celle des ions NH4+, forcément, la conductivité va diminuer. Mais à noter quand même que la conductivité molaire ionique des ions NH4+ par rapport aux ions Na+ est plus grande, mais pas avec une valeur beaucoup plus grande. Donc vraisemblablement, la conductivité va diminuer, mais elle va diminuer doucement quand même. Alors après l'équivalence, que se passe-t-il? Eh bien, il n'y a plus dans le milieu réactionnel des ions ammonium, NH4+, donc leur quantité de matière est nulle. Les ions sodium, les ions hydroxyde continuent d'être versés. Forcément, eh bien, leur quantité va augmenter, leur concentration va donc augmenter aussi, la conductivité va forcément augmenter. Alors si on regarde l'évolution avant et après l'équivalence, il y a une baisse de la conductivité mais pas énorme avant l'équivalence, il y a une augmentation après l'équivalence, donc l'équation A correspondra au graphe 3. Deuxième cas, l'acide éthanoïque réagit avec les ions hydroxydes. Donc ici, eh bien, on a toujours avant l'équivalence la quantité d'ions hydroxyde qui est nulle dans le milieu réactionnel. Le réactif titrant disparaît dès qu'on l'introduit. On a la quantité de CH3COH qui diminue, mais CH3CO2H n'est pas un ion, donc il ne va pas agir sur la conductivité de la solution. Par contre, CH3CO2H donne l'ion éthanoate CH3CO2-. Donc avant l'équivalence, forcément, la quantité de CH3CO2- augmente, tout comme la quantité des ions spectateurs Na+. Forcément, la conductivité de la solution avant l'équivalence va augmenter. On aura donc une pente positive. Après l'équivalence, eh bien comme tout à l'heure, les ions HO- vont s'accumuler parce qu'en phase 2, il n'y aura plus de réactif titrant. Les ions Na+ vont s'accumuler également, donc leur quantité va augmenter. La quantité des ions éthanoate, elle va rester telle quelle, parce que comme CH3CO2H a disparu, ben, il n'en formera pas d'ions CH3CO2- supplémentaires. Mais dans les deux cas, comme on a une quantité d'ions HO- et Na+ qui augmente, forcément la conductivité augmente aussi. Donc avant et après équivalence, la conductivité augmente. L'équation B correspond forcément au graphe 1. Dernier cas, l'ion xonium H3O+, avec l'ion hydroxyde HO-.
Donc avant l'équivalence, H au moins a une quantité nulle, le réactif titrant disparaît dès qu'on l'introduit. La quantité de H3O+, elle, par contre, diminue, parce que comme vous allez ajouter des ions H-, eh ben, les ions H3O+, vont réagir, et les ions sodium, Na+, vont continuer à s'accumuler. Donc, comme dans le cas A, en fait, c'est comme si les ions H3O+, étaient remplacés par les ions sodium Na+. Mais, de la même façon, les conductivités molaires ioniques ne sont pas équivalentes. Et la conductivité molaire ionique de H3O+, est bien plus forte que celle de Na+. Donc, comme leur quantité diminue, eh bien forcément, eh bien la conductivité va diminuer. Mais là, la conductivité, elle va diminuer de manière très forte. La pente est donc négative. Après l'équivalence, les ions sodium H- et les ions sodium Na+ et les ions H- augmentent, ils s'accumulent, donc leur concentration augmente. H3O+ a disparu, mais il n'y aura plus d'évolution pour cette quantité de matière-là, et donc forcément, la conductivité du milieu réactionnel augmente. À l'équation C correspondra le graphe B, donc une baisse forte de la conductivité avant l'équivalence et une augmentation après.